Andrea, bonjour. Bonjour Yann. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps pour nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement. Pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous parler un peu de tes missions et fonctions actuelles? D'accord. Alors moi j'ai plusieurs casquettes, hein. Donc d'abord je vais commencer par dire mon nom, mon prénom. Moi je suis Kaloubi Andrea. Je suis actuellement accompagnatrice au BAPA Bruxelles, BAPA. Mais je suis en fin de contrat parce que j'ai décidé de changer de carrière, de m'orienter totalement vers ce que j'ai toujours un peu fait, l'activisme, le lobbying, la consultance. Dans quel domaine particulièrement? Ça va être dans le domaine de l'éducation et des droits humains et ça va surtout toucher les jeunes situés sur le continent africain, principalement Congo, mais on peut aussi travailler sur d'autres pays et ça va aussi toucher les enfants. Donc l'accès à l'éducation et la promotion à l'éducation sur le continent africain. Donc on peut dire que ton engagement ou ton combat est de pouvoir accompagner justement la prochaine génération africaine. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient pardon, cet engagement? Comment est-ce qu'il s'est construit, ton expérience et ton parcours aussi qui a pu t'y mener? Alors moi c'est simple, c'est que je pense que j'ai toujours eu cette ferme conviction depuis toute petite que je voulais travailler avec, avec l'humain en général, que je voulais faire un travail qui touchait les personnes, l'aide à la personne. Et au fur et à mesure de mon parcours scolaire et académique, je me suis orientée vers un domaine plutôt social. Donc je suis de formation assistante sociale. Et cette formation m'a permis aussi de comprendre que je voulais vraiment travailler sur les droits des personnes, ce que les gens ont droit, ce qui est permis aux personnes d'avoir les droits, mais aussi les devoirs des personnes, et notamment tout ce qui est citoyenneté, tout ce qui est droit social, tout ce qui est droit humain en général, le droit de liberté de presse, le droit de pouvoir être libre de choisir ce que l'on désire. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui m'ont toujours un peu intéressée et dont j'ai eu la ferme conviction de faire lorsque j'ai fait mes études de sciences sociales. Tu nous as parlé d'Afrique et d'éducation. Est-ce Oui. que tu peux nous indiquer quel est ton rapport justement avec l'Afrique et pourquoi est-ce que l'éducation est primordiale justement pour ce continent encore plus à l'heure actuelle? Alors, pour moi, déjà, moi, je suis née au Congo. Moi, je suis née au Congo, je suis arrivée en Belgique très jeune, mais j'ai toujours ressenti cette très forte connexion avec mon pays d'origine. Ayant grandi en Belgique et m'étant retrouvée dans une communauté majoritairement congolaise, j'ai toujours eu cette attache. Ma famille aussi est très attachée à nos valeurs culturelles, notamment l'Uba. Donc, j'ai toujours cette forte connexion. Pour moi, il me semblait normal et limite même logique et même inné, je dirais même plus loin, inné, de, de faire quelque chose qui touchait le continent africain, tout en fait, travailler en Belgique, mais toujours rester connecté au continent africain, notamment le Congo. Et nous sommes dans une phase extrêmement importante qu'on appelle la transition démographique, où il va y avoir une explosion de jeunes sur le continent africain. Je pense qu'on est le continent qui aura le plus de jeunes au monde, en fait. Et l'éducation, pour moi, va jouer un rôle extrêmement important. Parce que si aujourd'hui, les personnes n'ont pas accès à l'école ou bien ont des difficultés pour pouvoir subvenir, je sais pas, les besoins matériels, les besoins financiers, les besoins aussi psychologiques, les besoins sociaux, les besoins, tous les besoins administratifs qui sont compliqués parfois. Faire ses études sur le continent africain, c'est compliqué. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent sur le continent européen ou aux États-Unis ou asiatique pour pouvoir étudier et avoir accès à certaines choses, notamment les connaissances, les savoirs, alors que clairement le continent africain en regorge, mais sans limite. Et je pense que promouvoir l'éducation sur le continent dans cette phase de transition démographique est pour moi quelque chose d'essentiel. Est-ce que maintenant tu peux nous indiquer quels freins et quelles difficultés est-ce que tu as rencontrés sur ton parcours et d'autant plus que tu rencontres aujourd'hui justement dans cette mission que tu essayes d'avoir?
Alors, pour moi, le premier frein, c'est que tout ce qui est financier. Les projets que je fais actuellement, parce que c'est vrai que j'ai oublié de finir ma présentation, je suis aussi cofondatrice et présidente d'une ASBL qui s'appelle Jamie ASBL, qui veut dire communauté, qui veut dire s'unir, se rassembler. Et notre but, c'est notre objet social principal, c'est promouvoir l'éducation. Et c'est dans ça que je vais me développer, bien évidemment. Et pour moi, le premier frein qu'on a eu avec Jamie, c'est tout ce qui est soutien étatique, donc soutien des personnalités publiques, personnalités politiques. Étant en politique et ayant un réseau, malheureusement, c'est toujours compliqué de convaincre les personnes d'un projet qu'on a et on sait que ce projet va apporter quelque chose aux personnes qui vont intégrer le projet. Mais malheureusement, on a énormément de freins financiers, donc on doit se débrouiller tout seul. Pour le moment, on arrive à le faire. On arrive petit à petit à le faire, donc en essayant d'organiser des événements où on récolte des dons. En fait, les choses que nous avons réussi à produire pour le moment, ça a été grâce aux personnes qui nous soutiennent, quoi. Nous avons créé un programme qui s'appelle My Scholarship, qui permet de soutenir les étudiants, mais situés sur le continent africain. Et on va dire soutien administratif, matériel, financier, psychologique. Il y a énormément de choses à apporter aux étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir, mais aussi se développer dans le cadre de leurs études, qu'elles soient études inférieures, secondaires ou supérieures, universitaires ou autres. Et nous avons réussi à payer pour une personne un Minerval, son Minerval. La personne est située à Goma, dans le Kivu au Congo. Et la difficulté dans ces moments-là, c'est de trouver les fonds pour pouvoir financer le projet, le programme, et pouvoir aider ces jeunes, en fait, les aider à pouvoir se développer. Parce que pour moi, l'éducation permet à une certaine autonomie. Et sans l'accès à l'éducation, on est dépendant, en fait. Et pour moi, le plus essentiel, c'est de permettre à cette jeunesse africaine qui émerge et qui grandit, intelligente et riche, de s'autonomiser sur du long terme, en fait. Ça, c'est le projet sur le long terme, et la difficulté, c'est vraiment financier. Alors, tu nous as dit que Financière. justement, à l'heure actuelle, les financements étaient plutôt sur des dons du coup que Des vous dons, oui. réussissiez à récupérer. C'est ça, oui. Est-ce que c'est principalement issu de la diaspora ou pas forcément? Principalement issu de la diaspora belge. D'accord, Mais vraiment, diaspora, quand je dis diaspora, c'est pas forcément congolaise, d'accord. parce qu'on est vraiment soutenu par plein de jeunes et moins jeunes, pas forcément congolais, congolais et autres, hein, d'autres pays, parce que voilà, dans nos événements, on attire vraiment plusieurs diasporas sénégalaises, rwandaises, congolaises, et même on a aussi des Haïtiens, on a vraiment toutes sortes d'origines qui viennent à nos événements et qui nous soutiennent. On a aussi des Belges de souche qui nous soutiennent, des personnes maghrébines qui nous soutiennent. Donc, je pense que c'est la diaspora et les personnes qui soutiennent des projets liés à l'éducation en général. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous indiquer du coup quels sont les leviers, les facilités que tu as réussi à trouver ou que tu as à ta disposition justement au-delà de la diaspora pardon, pour mener à bien ces missions? Alors pour moi, les facilités que j'ai eues, c'est que j'ai déjà un peu mis une petite empreinte ici en tant qu'activiste dans Bruxelles. Donc on peut venir, on est assez crédible, le projet est crédible, Jamie est crédible quand on vient et qu'on explique par exemple à un propriétaire d'un lieu qu'on souhaite faire un événement, on a encore eu jamais de refus. D'accord. On n'a encore eu jamais de refus. Et généralement, ils sont vraiment sensibilisés par ce qu'on vient, par le projet, par ce qu'on amène et par le projet. Et généralement, ils soutiennent aussi eux de leur part. Ils donnent aussi une part pour le projet. Donc, on va dire que la facilité, c'est que on vient avec une crédibilité, notre expérience, moi et la cofondatrice, mon associé, on vient quand même avec une grosse expérience dans tout ce qui est lobbying, dans tout ce qui est société civile et tout. Et je pense que cette expérience nous donne une forte crédibilité. On va dire que c'est grâce à cela qu'on a cette facilité d'avoir des lieux pour faire les événements et pour pouvoir récolter les dons. Alors justement, quelle place tu attribues au réseau et quels conseils tu donnerais justement à cette jeunesse africaine dans la constitution de son réseau pour son propre avenir?
Alors moi, le réseau, c'est toute ma vie, quoi. Clairement, c'est parce que je me suis rendu compte que avoir, euh, avoir un réseau professionnel, avoir un réseau de personnes, connaître des personnes, aller à la rencontre des personnes, tu sais jamais qui pourra être un soutien pour toi à un moment donné dans tel ou tel projet. Et il faut aller dans les événements. Franchement, des fois, on voit, il y a plein de forums, il y a plein de choses comme ça, et on se dit, ça ne sert à rien, on va raconter du blabla et tout. Mais c'est dans ce style d'événement que tu rencontres des personnes qui ont la même vision que toi, et avec qui vous pouvez voir, tiens, sur ça, je pense que tu pourrais m'aider, on pourrait se soutenir sur ça. Et moi, pour moi, au sein de la diaspora regorge d'énormément de talents, et il y a énormément de personnes qui finalement ont la même vision sur le continent africain. Et je trouve que on n'exploite pas encore assez, même si je trouve que ça commence à venir de plus en plus et ça commence à grandir. Notamment nous deux, on s'est rencontrés durant un événement, et sans ce genre d'événement, on ne se rencontre pas, on ne crée pas son réseau. Et depuis que je suis jeune, depuis mes études supérieures, j'ai tenais à créer ce réseau professionnel autour de moi, à me créer un vrai carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses me sert aujourd'hui et me sert sur beaucoup de projets, que ce soit avec mon association, que ce soit avec la politique ou dans certains business. Ce carnet d'adresses me sert, et donc foncez, allez dans des événements, allez à la rencontre des gens, n'ayez pas peur, même si vous êtes seul, il y a d'autres gens qui seront seuls, avec qui vous allez vous retrouver. Donc moi je conseille de vraiment aller dans ce style d'événement. Les événements networking pour moi c'est the must. Très bien. Tu nous as parlé de la diaspora. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, justement, quel est son rôle à l'heure actuelle dans son positionnement avec le développement du continent africain, que ce soit avec les autorités ou directement, justement, avec les populations, pardon. Et quel conseil tu donnerais à cette diaspora jeune ou moins jeune qui, justement, souhaite pouvoir s'engager pour le continent? Je pense qu'on est dans une période où on a une diaspora très consciente, qui est extrêmement sensible à ce qui se passe sur le continent africain. On a une diaspora qui veut retourner. On parle d'ailleurs de phénomène de ripat. Donc on a une diaspora qui se sent encore plus connectée, plus liée. Et on parle même de ce concept qui a été créé il y a des lustres, de panafricanisme. Donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance au continent, et pas forcément à son pays d'origine, mais vraiment au continent entier. Et il y a cet éveil qui est là. Je pense que parfois la diaspora est trop pressée et donc s'en va en disant je vais sauver mes frères africains. Et quand on se rencontre avec nos frères sur le continent, parfois il y a ce choc en fait culturel où on se comprend pas toujours, où on vient avec une vision, sachant qu'on a grandi ici, on a quand même aussi une certaine vision des choses, eux aussi, enfin c'est deux éducations je trouve différentes. Donc quand on se retrouve sur place, on a parfois cette façon d'un peu être arrogant. Donc moi je conseillerais un peu moins d'arrogance, un peu plus de compréhension et vice versa, les uns et les autres, parce qu'il y a aussi ce phénomène où les jeunes africains sur le continent estiment qu'on n'a rien à faire là parce qu'on vient leur prendre leur boulot, on vient prendre des choses qu'ils estiment qu'ils leur appartiennent, ce que je comprends complètement. Mais on a ce truc ici de la diaspora où on a cette double identité en fait, où on se sent appartenir parfois à deux pays différents, à deux continents différents, de part du fait qu'on ait grandi là et de part et d'autre. Donc moi je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important, mais elle doit être consciente qu'elle ne doit pas se positionner en tant que sauveuse de l'Afrique, mais on doit être plutôt des alliés, en fait, des partenaires de réussite. C'est comme ça que j'envisage les choses, et je pense que je conseillerais ça en général. Toujours se rappeler la finalité dans notre engagement et pas juste le chemin qu'on va... Exactement, exactement. Dans tous nos projets, et même dans le programme My Scholarship, c'est que oui, on aide à financer les études, mais c'est pour la finalité, la personne elle devienne autonome, qu'elle puisse entreprendre, qu'elle puisse avoir un boulot tout simplement et subvenir à ses propres besoins sans plus forcément avoir de l'aide. Le but d'une aide, c'est d'être provisoire. Tout à fait. C'est de ne pas être éternel ou perpétuel, c'est d'être provisoire, donc c'est un moment précis, c'est ponctuel en fait. On aide une personne de manière ponctuelle pour la propulser, pour qu'elle puisse devenir autonome et indépendante. Et je pense qu'on doit tous avoir cette vision des choses en fait.
On ne doit pas rendre les jeunes dépendants d'une aide qui vient de la diaspora en fait, ou de l'Occident en général. On doit pouvoir avoir une aide ponctuelle, significative dans le temps, donc c'est un moment donné, un momentum, et après on laisse les gens pouvoir exprimer leur propre volonté de faire ce qu'ils ont à faire et de faire ce qu'ils veulent faire en fait. Alors justement, pour aller plus loin sur cette notion de positionnement qu'on devrait avoir, comme tu l'as dit, d'un côté, il y a une aide qui vient en partie de l'Occident, qui parfois n'est pas toujours désintéressée. D'un autre côté, il y a une aide qui peut aussi provenir de la diaspora, qui n'est pas forcément toujours désintéressée non plus. Pour cette diaspora, justement, qui a un engagement et qui a vraiment une volonté de pouvoir participer et non pas d'être le changement sur place, de quelle manière se positionner justement pour faire en sorte que l'aide occidentale justement devienne définitivement provisoire et que l'aide de la diaspora aussi devienne définitivement provisoire pour faire en sorte de propulser ces populations. Comment peut-on faire pour structurer cette aide pour que justement elle pousse vers l'autonomie? Moi, je pense que ça part de la politique aussi. On va pas se mentir, hein, politiquement parlant, nos leaders africains ont un rôle à jouer en fait. Hein. Ils ont un rôle indéniable à jouer dessus. Je pense que quand on parle de coopération-développement, d'aide au développement, on comprend que beaucoup de pays dépendent complètement des pays occidentaux. Donc si les États dépendent complètement des pays occidentaux, c'est difficile de dire au peuple de ne pas dépendre de la diaspora ou des pays occidentaux en fait. Je pense que l'exemple doit venir premièrement de l'État lui-même. Et ensuite descendre vers le bas. Parce que pour moi, c'est l'État qui doit communiquer cette envie d'être indépendante. Et je pense que même quand on parle d'aide au développement, l'aide au développement européen, occidental, américain, peu importe, quand on fait des deals, on ne peut pas faire des deals sur 60 ans, c'est trop long. Et ça nous rend complètement dépendants sur du long terme. On parle de plusieurs générations dépendantes en fait. Il faut qu'on arrive à diminuer les deals, à diminuer les temps de deal pour pouvoir acquérir. On a besoin de vous pour ça, parce que je pense qu'il faut faire des partenariats. On peut plus vivre aujourd'hui avec la mondialisation sans partenariat nord-sud comme on appelle. On doit faire des partenariats, mais les partenariats doivent être mieux ajustés dans le temps et doivent être, la stratégie de recevoir. Ça veut dire que quand il y a un budget alloué pour telle ou telle chose, ce budget-là, il doit être alloué pour cette chose-là, précise, pour pouvoir permettre une autonomie par après, quoi. Parce que souvent, il y a des budgets qui sont alloués pour ci, pour ça, grâce à l'aide au développement, mais au final, on ne voit pas les choses qui avancent. Ou bien, si elles avancent pour une partie de la population et pas pour une autre. Donc, je pense que ça doit partir de l'État et redescendre vers les populations. Très clair, merci beaucoup. Peux-tu nous indiquer maintenant quel est ton rêve ou ton utopie pour l'Afrique à court et à long terme? Je crois que mon rêve, c'est de pouvoir avoir cette double identité sans que ce soit un problème ou que ce soit à expliquer, quelque chose de simple, de normal, et que l'on se dise en fait que je puisse me sentir aussi bien chez moi partout ce que je vais, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui touche profondément la communauté afrodescendante en général, où on a parfois du mal à se sentir à l'aise dans l'un ou l'autre. Et je pense que mon utopie, c'est que chacun d'entre nous puisse s'assumer dans sa double identité sans devoir se justifier. Ouais. C'est une utopie, mais je pense que ce serait quelque chose de vraiment bien si ça se réalisait. Et donc d'après toi, les principales barrières justement à cette réalisation, est-ce qu'elles sont internes aux individus et aux communautés, ou est-ce qu'elles sont plutôt externes au sens, c'est d'un côté l'Occident et d'un autre côté l'Afrique qui nous rejette, ou est-ce que nous-mêmes justement on a peut-être aussi un complexe qui nous empêche pour le coup de pouvoir se positionner correctement d'un côté en Afrique où on va parfois justement avoir le rôle de sauveur entre guillemets, et ici en Occident où on va avoir l'air parfois, ou se mettre à la marge nous-mêmes en voulant revendiquer notre différence. D'après toi, est-ce que justement les torts sont partagés? De quelle manière est-ce qu'on doit faire pour réussir à dépasser ça? D'où vient ce souci?
C'est une grosse question. Il y a plusieurs choses pour moi. Il y a plusieurs choses. Si je reprends bien ta question, moi, il y a une chose qui est super importante, c'est que il y a plusieurs choses. Bah, premièrement, il y a ce sentiment parfois de ne pas être accepté. Mhm. Moi, je suis en Belgique et il y a énormément de cas de racisme en fait. Mhm. Et, Ouais, clairement. et parfois, il y a ce sentiment de je ne suis pas à ma place ici en fait. Je ne suis pas à ma place ici, on me fait sentir pas à ma place ici. Et peu importe ce que j'ai fait, malgré que je suis née ici, que j'ai grandi ici, que j'ai tout fait ici, que je parle la langue, que je suis complètement. C'est même plus de l'intégration, c'est de l'assimilation pour moi. On Même est sur le complètement plan assimilé, professionnel, même sur le justement, plan pour répondre. professionnel. Et il y a toujours à un moment donné ce sentiment de est-ce que je suis à ma place ici? Et je pense que ce sentiment-là, il naît du fait qu'on ne se sente pas complètement intégré et que je pense que la diaspora, qu'elle soit née ici ou pas, elle a, elle a constamment envie de prouver qu'elle mérite sa place ici. Mhm. Dès le moment où on n'a plus à prouver qu'on mérite notre place ici et qu'on se dise que peu importe ce qu'on fait, on va, ben, on se sent chez nous, on se sent bien. Parce que parfois, il y a aussi ce retour aussi quand on va sur le continent africain ou on va dans d'autres pays où on nous fait clairement sentir C'est pas de notre. tu n'es pas de nôtre ou on va, ben, il y a certaines personnes, elles sont claires, on va les appeler la blanche ou le blanc. Euh, c'est sûr que quand tu vas sur le continent africain, que tu es clair et qu'on t'appelle le blanc, ben, tu vas aussi te sentir un peu exclu et un peu rejeté. Mais quand tu es ici, on te voit comme une personne noire qui n'a rien à faire ici. Il y a ce truc où se situer sur, sur l'échelle de l'identité. Et, euh, et je pense clairement, il y a ce complexe qui vient de l'extérieur, qui nous donne, mais il y a aussi nous en interne. Je pense qu'il y a ce truc où on doit connaître aussi notre histoire. On doit faire l'effort d'aller Tout à connaître fait. notre histoire. Mhm. Je pense que pour se sentir bien avec soi, il faut se connaître. Et se connaître, c'est connaître sa propre histoire, connaître d'où on vient, connaître qu'est-ce qui fait que l'on soit nous, en fait. En fait, c'est connaître sa propre identité. Et je pense que juste sortir de la case, ouais, moi je suis de la diaspora, mais je suis aussi de là, je suis aussi de là, et puis je m'en fous en fait. Et je pense que la diaspora, on l'a tellement mise avec plein de choses, on veut toujours la classifier. Je pense que, et en plus, les jeunes, on est encore plus perdus parce que il y a plein de catégories en fait. Des On générations, veut il y nous a des mettre dans pays. plein de cases en fait, entre la précédente génération qui ne nous comprend pas, les personnes qui nous entourent ne nous comprennent pas toujours. Il y a cette chose où on se dit, mais à un moment donné, il faut se connaître, il faut apprendre à lire son histoire, à comprendre son histoire, à se développer soi-même. On parle de développement personnel pour se sentir complètement à l'aise avec soi Mhm. et ne plus subir, parce que parfois on est des victimes de tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et pour ne plus subir tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, il faut atteindre un niveau de connaissance personnelle et de développement personnel, je pense, assez élevé, je crois. S'accepter soi pour pouvoir être accepté Oui, par les autres. c'est tout. Tout à fait. Euh, Comment, d'après toi, peut-on rendre nos sociétés plus inclusives, donc pour le coup qu'elles soient africaines ou européennes? Moi, pour moi, déjà, pour rendre notre société plus inclusive, c'est que les inégalités doivent cesser clairement. Et pour moi, il doit y avoir des sanctions. La sanction va rendre la société plus inclusive. Parce que dès le moment où une personne commet un délit ou autre, quand je parle de délit, pour moi, le racisme, les discriminations, parce que le racisme émane de la discrimination, en fait, émane de la discrimination. Pour moi, les discriminations, clairement, c'est ce qui crée les inégalités profondes dans la société. Et pour pouvoir diminuer cela, parce que ça ne cessera jamais, pour pouvoir diminuer et pouvoir un peu légèrement contrôler cela, il faut faire des sanctions. Il faut sanctionner ceux qui dépassent les choses, ceux qui dépassent les règles, ceux qui vont au-delà de ce qui est permis, doivent être sanctionnés. Parce que dès le moment où on doit manifester pour pouvoir justifier de nos droits et justifier de notre être, pour moi, l'État n'a pas encore fait son rôle de sanction, en fait. Ouais. Ils n'ont pas encore fait ça. Alors, je pense qu'il y a deux raisons au fait que nos sociétés ne soient pas vraiment inclusives, et tu me donneras ton avis là-dessus. Il y a d'un côté ceux qui dépassent les bornes, comme tu viens de le dire. Il y a d'un autre côté aussi ceux et celles qui
justement, ne vont pas forcément en faveur du lien entre, que ce soit les communautés ou les Mhm. différentes classes sociales, etc. D'après toi, est-ce que justement ce lien peut être un moyen de rendre la société plus inclusive, au sens où le dialogue va nous permettre de se comprendre? Et si oui, comment peut-on faire en sorte pour recréer ce lien qui semble fracturé aujourd'hui? Hum, Le vivre ensemble, la cohésion sociale, pour moi, ce sont des choses primordiales à mettre en œuvre par les États pour permettre aux personnes de se sentir inclus au sein de la société. Maintenant, pour moi, le communautarisme n'est pas quelque chose de négatif. Mhm. Parce que, justement, ça crée du lien social entre les gens. Et il y a des tas de communautés, en fait. Hein. Et en fait, quand on entend le mot communautarisme, on entend forcément des gens, où on entend personnes maghrébines, on va dire des arabes, où on entend des personnes noires. Non, pour moi, le communautarisme, c'est aussi, je sais pas moi, le club des bouchers, le club des chasseurs. C'est des choses qui créent du lien entre les gens parce qu'ils ont quelque chose en commun. Être une communauté, c'est partager des valeurs communes, en fait. Et ce n'est pas mauvais de partager des valeurs communes parce que ça nous lie. Tout à fait. Et pour moi, dès le moment où on accepte que le communautarisme est quelque chose de normal, parce qu'on est des humains, et on va toujours se rapprocher des gens avec qui on a des choses en commun. C'est humain, c'est normal, et c'est pas quelque chose de négatif ni de mauvais. On doit pouvoir normaliser cette chose, en fait. Et bien sûr, quand on entend ce terme communautarisme en politique, c'est toujours quelque chose de mal vu. Mais déjà, peut-être enlever cette partie négative des choses. Parce que quand on entend communautarisme, on entend des gens qui se réunissent pour faire des trucs mauvais. Alors que rien à voir, on peut se réunir en communauté aussi pour pouvoir aider d'autres gens. On peut se réunir en communauté aussi parce qu'on a besoin de l'entre-soi. Parfois, c'est aussi important l'entre-soi pour se sentir mieux aussi. Se sentir compris On a besoin de ça. Je pense humainement parlant, on a besoin de créer du lien avec les autres par des valeurs communes, par des choses qui nous rassemblent et nous ressemblent. Le seul enjeu, c'est de faire en sorte justement que ces communautés ne se confrontent pas. Oui. Après, pour moi, des communautés qui se confrontent, ça dépend un peu de ce qu'on parle. Parce qu'après, pour moi, tout ce qui est tribalisme et tout, c'est pas du communautarisme pour moi. Pour moi, c'est pas du communautarisme. Hein, c'est de la xénophobie. Donc, clairement. dès ce moment-là, c'est plus du tout du communautarisme en fait. Pour moi, je ne vois vraiment pas ce terme de manière négative. Peut-être que je me trompe dans la définition de ce mot, mais moi, je ne le vois pas de manière négative. Sur l'idée de communauté, en tout cas. Sur l'idée de communauté, je ne vois pas ça négatif. Parfait. Est-ce que justement, tu crois à une coalition d'acteurs durables qui puisse durer dans le temps pour répondre à des enjeux communs, donc même des acteurs qui soient très différents pour le coup, sans que leur chemin ne se sépare au cours du temps pour des intérêts qui pourraient diverger? C'est une grande question ici, mais penses-tu que cela est possible? Non. Non. Humainement parlant, on a trop de choses en jeu là. Ouais. On a nos égos, on a nos personnalités, et des fois quand ça ne matche pas quoi. Parfois, il y a des personnes qui sont faites pour être dans nos vies de manière très éphémère. Il y a des personnes avec qui on doit travailler de manière très éphémère parce que sur du long terme, ça risque de ne pas matcher, quoi. Je pense qu'il y a trop d'enjeux personnels, quoi. Il y a nos intérêts propres. Ouais. À nous, il y a les intérêts de nos familles. Puis il y a les intérêts du groupe. Qu'est-ce qui passe en premier? C'est compliqué, en fait. Ça va vraiment dépendre de chacun, de la personne, comment elle est éduquée, de ce qu'elle considère comme valeur primordiale. C'est trop compliqué. Je pense que ça ne peut pas être possible. Mais du coup, est-ce que tu penses, puisque tu parles de valeurs là, donc c'est aussi quelque chose qu'on transmet par l'éducation, est-ce que tu penses qu'on a une possibilité justement de sensibiliser la prochaine génération à avoir ce genre de modèle qui soit beaucoup plus contributif ou participatif pour essayer de mettre en œuvre une société qui soit justement plus inclusive et plus équitable au sens où tout le monde pourra peut-être plus y participer? Oui. Ou est-ce une utopie? Notre rôle de notre génération à nous, cette génération aujourd'hui, on a un rôle primordial dans l'éducation de nos enfants, de ceux qui viennent après nous. Parce que clairement, on a compris énormément de choses. On ne vient plus... Il y en a encore qui viennent avec les mêmes combats que nos parents. Hein.
Mais la plupart d'entre nous qui avons grandi ici, que ceux qui ont des enfants ici et tout ça, je pense qu'on a quand même compris quelque chose au sein de la société. On a quand même saisi des choses, on a quand même compris les rapports de force. C'est à nous de transmettre les choses correctement. Parce qu'on reproche toujours à nos aînés de ne pas nous avoir transmis les choses, de ne pas nous avoir aidé à mieux comprendre le but de notre existence en tant que personne afrodescendante, blablabla, ou personne issue du continent africain. Mais On oublie qu'elles avaient un enjeu de survie, elles, pour... oui, voilà, exactement. C'était pas les mêmes enjeux, en fait. Il y a des choses qu'ils ont dû faire parce que pour nous, c'est des sacrifices qu'ils ont. Chaque génération a un sacrifice à faire. Et notre génération doit faire son sacrifice. Quel est-il d'après toi? Mettre notre confort de côté, peut-être? Ouais. Parce que pour le coup, c'est ce qu'ils nous ont principalement apporté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'ils nous ont pas forcément, comme tu l'as dit, apporté les clés pour comprendre le monde. Mais la première question, c'est est-ce qu'eux les avaient déjà? Puisqu'ils n'avaient pas forcément non plus les mêmes modèles éducatifs, les mêmes niveaux d'accès et surtout des... Et on sort de la colonisation, on sort de quelque chose en fait. Il faut savoir que c'était il y a seulement 60 ans en fait. Et la plupart de nos parents ont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, allez, pour ceux qui ont encore leurs parents, parfois 80, 90. Donc on est encore dans quelque chose où il y a eu toute une manipulation derrière en fait. On est encore dans toute... En fait, nos parents sont le fruit de la colonisation, on va pas se mentir. Donc eux, ils ont eu une éducation liée à leur contexte environnemental, socio-économico-politique. Et malheureusement, ça a laissé des séquelles. Et évidemment qu'ils nous ont transmis le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils ont en fait. On ne peut que donner ce qu'on a en fait. Et nous qui avons saisi certaines choses du fait que on a compris aussi les rapports de force qu'il y a aujourd'hui au sein de la société, politiquement parlant, mais aussi tout ce qui est les enjeux relations internationales et géopolitiques, on a clairement saisi quelque chose. Pour ceux qui s'y intéressent, bien évidemment. Et je pense qu'on a ce rôle de communiquer, de transmettre ça aux futures générations, à la génération qui nous suit juste ici après nous. Donc, je pense que notre confort, parfois, nous fait perdre cela. Clairement, on a tout. On est une génération, on a tout. Franchement, on va pas se mentir. À part ceux qui ont, voilà, c'est une infime partie de personnes qui ont des très, 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 très grosses difficultés. Mais en général, quand tu as tes papiers, on va dire que tu as l'identité belge, française, peu importe, on a quand même droit à ça. On a des droits sociaux. On a le chômage, si on n'a pas les chômages, on a des allocations sociales. Il y a plein de choses qui nous permettent de pouvoir survivre, on va dire, et de ne pas complètement s'effondrer. Donc, on a quand même encore ce confort. On a pour la plupart d'entre nous, malheureusement, il y en a qui, c'est pas, voilà, il y a aussi ce phénomène sans-abri, mais on a un toit sur notre tête. On a toutes ces choses-là, tout ce confort-là qui nous fait parfois oublier de transmettre les choses aussi. Et je pense que notre sacrifice, c'est clairement, à un moment donné, déposer nos téléphones, déposer notre fierté, notre « ouais, moi », et penser à l'autre, à la future génération. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'eux, ils vont garder, en fait? Parce que c'est bien beau, mais... Nous, on reproche à nos prédécesseurs de nous avoir pas transmis toutes les clés. Mais moi, je trouve qu'on est quand même assez intelligible parce qu'on a reçu certaines clés aussi, quoi. Et surtout, comme tu le dis, se sont battus pour une liberté. Sauf que c'est plus forcément un combat que nous, on a. On mène aussi, mais à un niveau qui est complètement différent. C'est pas les mêmes sacrifices pour le coup. Donc, en effet, on peut pas reprocher à d'autres ce qu'on fait absolument pas pour le coup aujourd'hui. Mais oui, en fait, je pense qu'il y a des termes même qui ont évolué, notamment le racisme ordinaire. C'est quelque chose que nos parents, eux, c'est pas du racisme ordinaire, c'est du racisme tout court, quoi. Et nous, on a le racisme ordinaire parce qu'on a des gens qui disent « t'es africain, machin ». On a des trucs comme ça, mais on va dire, allez, pour la plupart d'entre nous, il y en a beaucoup quand même, on va pas se mentir, qui ne se sont pas fait tabasser parce qu'ils sont noirs. Qui ne sont pas fait pointer du doigt, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas forcément vécu du racisme comme ça, frontal. Il y en a quand même beaucoup. Même s'il y en a qui l'ont vécu, et ça, c'est sûr, moi, je fais partie aussi de ceux qui l'ont vécu de manière frontale. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Clairement, c'est pas le même niveau. Nous, on nous disait, oui, si vous allez à l'université, on vous cotera en fonction de votre couleur de peau. Mais aujourd'hui, je connais pas mal de jeunes qui réussissent avec des grandes distinctions, qui ont des très bons stages, qui ont accès à des lieux... des hauts lieux
assez aisément parce qu'ils ont les bons filons, les bons contacts, les bonnes connexions. Donc il y a quand même des choses où on a quand même plus de facilité que nos parents, on ne va pas se mentir. Alors, justement, tu parles de facilité et de monter dans la société, que ce soit en termes social ou en termes d'influence aussi pour le coup, puisqu'on sent que les diasporas, on a une de plus en plus grande aussi dans les sociétés occidentales. Est-ce que tu penses que c'est aussi l'une des causes des fractures qu'on peut rencontrer entre les communautés, au sens où justement, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, enfin la génération précédente en tout cas, n'avaient pas forcément vocation à avoir ce type de position dans la société, étaient plutôt là pour en termes de main-d'œuvre plutôt qu'en termes intellectuels. Et du coup, le fait de nous voir apparaître de manière de plus en plus massive et de plus en plus importante en termes d'influence aussi peut créer ces fractures. Est-ce que c'est complètement décorrélé? Ton avis? Ouais, tu me poses des grosses questions, toi. Hein. Ouais, c'est corrélé. Ça a un lien, c'est sûr. Mais je pense que la fracture, elle se fait de manière... parce qu'en fait, pour moi, on est éduqué par trop de choses. Franchement, aujourd'hui, on est éduqué par tellement de choses qu'il faut juste savoir faire la part des choses, en fait. Et on a beaucoup de mal à faire la part des choses. Alors, on est éduqué par la télé. Ce qu'il y avait beaucoup moins avant, la télé était présente, mais voilà, tout le monde n'avait pas forcément C'était les mêmes chaînes pour tout ouais, le monde et voilà. du coup, on avait tous la même Exactement. information. On est éduqué par l'école. Aujourd'hui, l'éducation à l'école secondaire, primaire, en tout cas en Occident, c'est la folie en fait. Il y a des choses que nos parents ils estiment qu'on n'est pas prêt d'apprendre et l'école va nous l'imposer quoi. Ouais. Et il y a des choses que nos parents savent plus retenir en fait, notamment les questions de sexualité et tout. Et on est aussi éduqué par nos amis. Il y a une mixité sociale, mais Plus la même aussi, c'est vrai. bien sûr, ça permet un certain ascenseur social aussi. Mais la mixité sociale, elle est intense, quoi. Donc ça veut dire que tu fréquentes tellement de gens qui viennent de milieux et de familles différentes. C'est le choc des éducations, les chocs des cultures. Et tu prends ça, tu prends. Parce que quand on arrive chez nous, oh, mon ami tel, ça se passe comme ça, plutôt chez lui, et nous, ça se passe comme ça. On prend, on est des éponges, on absorbe énormément de choses. Il y a trop de choses qui pour moi, qui entraînent cette espèce de fracture, en fait. Il y a trop de choses qui interviennent dans nos propres éducations, tous les jours, au quotidien, dont nos parents n'ont plus forcément le contrôle, en fait. Et dont nous-mêmes, nous n'avons plus le contrôle. Il y a des images qu'on reçoit. On est envahi, assaillé de beaucoup trop de choses, en fait. Des informations de gauche, droite, de la désinformation. Et faire la part des choses, distinguer les choses. S'arrêter 2 secondes, réfléchir. Est-ce que ce que je reçois est bon pour moi ou pas? C'est compliqué, en fait. Donc, il faut qu'on prenne du recul, savoir traiter l'information et ne pas être que dans l'émotionnel pour le coup, dans la réaction. Exactement. La dernière question, quels conseils, quelles orientations est-ce que tu donnerais justement à cette jeunesse africaine, principalement sur le continent, puisqu'on a déjà parlé de la diaspora plus tôt? La jeunesse africaine sur le continent? Un conseil de vie, quel qu'il soit. Elle doit être consciente que même quand on a la volonté de la soutenir, de s'associer à elle, on n'a pas toutes les clés pour qu'elle s'en sorte et elle possède aussi des clés pour s'en sortir elle-même. Voilà ce que moi c'est mon conseil pour la jeunesse africaine, c'est qu'elle a aussi ses propres clés. On peut lui apporter des éléments, des outils, mais elle a aussi ses propres clés. Est-ce que justement, l'un de nos rôles principaux serait pas également de lui faire prendre conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur le reste du monde et de la posture qu'elle a aujourd'hui, puisque la manière dont le monde la présente n'est pas forcément très gratifiant, comme on l'a dit. Il y a souvent un côté hautain ou condescendant, ce qui fait que du coup elle-même se voit dans une posture où elle se sent peut-être piégée ou prise au piège. Et nous, notre vision générale nous permet justement de comprendre vraiment l'impact qu'elle a sur le reste du monde, que sa diaspora aussi sur le reste du monde, et du coup peut-être lui permettre de s'émanciper intellectuellement. C'est peut-être la première barrière.
Mais moi, je pense que que la jeunesse africaine n'a pas besoin de nous pour ça. Parce qu'il y en a énormément qui sont conscients de leur potentiel. Il y en a énormément qui... Après, je pense que... À titre individuel, mais en termes sociétal, Collectif. tu penses qu'en termes collectifs, est-ce que vraiment elle est consciente qu'elle peut changer la donne à l'échelle du monde? Aujourd'hui, Ouais. oui. Ouais. Aujourd'hui, oui. J'en suis quasiment certaine. Parce que je travaille avec beaucoup de jeunes quand j'étais dans la société civile. Et il y en a quand même pas mal grandi, par exemple au Congo ou au Sénégal. Quand on regarde tout ce qu'il y a eu avec les sociétés civiles, c'était des jeunes. Hein. Oui. C'était des jeunes qui ont grandi là. Allez, je dis pas que tout le monde, tous les jeunes, mais il y a quand même une grosse partie qui commence à prendre conscience qu'elle a les clés pour changer le monde et qu'elle a envie de récupérer ce qui lui appartient. Donc, moi, le fait qu'il y ait toutes ces... On regarde au Burkina Faso, on regarde au Sénégal, on regarde au Nigeria. Quand on regarde les révoltes des jeunes, la révolution des jeunes, on regarde au Congo. Tous les regroupements et les partis, mais aussi les associations de jeunes qui se mettent ensemble pour pouvoir reprendre un peu les rênes sur leur pays, le continent. Clairement, pour moi, ils sont conscients. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange très inspirant et très instructif. On suivra de très près du coup tes actions et celles de ton association et on se dit à très bientôt.